soucoupes volantes demeurent une énigme. Nul ne sait si elles existent, ni de quelle nature elles sont, ni ce qu'elles veulent. On ne sait même pas si les dizaines de milliers de témoignages recueillis au cours des 50 dernières années relèvent de l'imaginaire ou d'une réalité matérielle, quelle qu'elle soit. Arte ouvre le premier grand dossier jamais consacré aux objets volants non identifiés, les ovnis. Des scientifiques prennent la parole. Jean-Pierre Velasco, directeur du CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, le service officiel français chargé de l'étude du phénomène OVNI. Le 30 novembre de cette année, un équipage qui va donc atterrir avec un Airbus va soudainement se trouver être confronté à une forme qui ne ressemble en rien à une forme aéronautique, puisqu'il s'agit d'un rectangle qui a à peu près une quinzaine de mètres de longueur sur 12 mètres de large, et d'après le commandant de bord, et qui va croiser l'avion à quelques centaines de mètres. Hillebrand von Ludwiger, physicien à Daimler-Benz Aerospace à Munich. En Allemagne, le 24 août 1990, à Greifswald, des centaines de témoins, peut-être même des milliers, ont vu des objets étranges. Jean-Pierre Petit, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Des gens vous disent, j'ai vu passer un objet devant la montagne, derrière le clocher, ça a fait comme ça. On fait le calcul, on trouve 4000 km/h. Donc on est confronté à un problème, ou c'est une hallucination, ou c'est un objet qui va à 4000 km/h dans l'air dense. C'est ce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, c'est tout. Léon Brennig, physicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Toute personne qui étudie l'histoire, la jeune histoire de l'ufologie qui date depuis 1947, sera frappée par le fait que il apparaît comme certain que des données sont occultées. Guy Monet, astrophysicien, directeur de l'instrumentation à l'Observatoire européen de l'hémisphère austral à Munich. Tout compris, je crois que l'univers grouille de vie. Mais ce problème, qui est un problème scientifique, sera tranché un jour, mais je ne suis pas sûr. En tant que scientifique, je ne suis absolument pas sûr. En tant qu'être humain, disons, j'ai un certain doute à pouvoir penser que nous soyons vraiment si uniques que ça. Stanton Friedman, physicien nucléaire et ufologue américain. En tant que scientifique, je suis obligé de dire ce qu'il en est. 4 grandes conclusions s'imposent après 38 ans d'études et d'investigations. D'abord, il est évident que la planète Terre est visitée par des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre, contrôlés par une intelligence. Auguste Mécène, physicien, professeur à l'Université catholique de Louvain. Mais sapristi qu'on ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui a l'air de concevoir que l'idéal dans cette situation, c'est la politique de l'autruche? Ce débat, animé par Pierre-André Boutan, aura lieu après la diffusion de notre documentaire « Chercheurs d'OVNI ». Qui sont les chercheurs d'OVNI? Que font-ils? Que cherchent-ils? Des militaires se mobilisent? Des scientifiques se passionnent ouvertement. Des savants accumulent, expertisent, analysent des traces, des indices, des photographies, des films. Tous cherchent la preuve. En attendant, ce sont les témoins de toute nationalité, de tout niveau et de tous âges qui permettent aux chercheurs d'OVNI de rassembler patiemment les pièces du puzzle et de dessiner peu à peu le portrait robot de l'objet volant. Récapitulons cette soirée consacrée aux OVNI. 20h50, Chercheurs d'OVNI de Philippe Naoun et Jacques Bénac. 22h15, débat animé par Pierre-André Boutan. 22h50, Stanton Friedman et ses révélations au sujet de l'autopsie d'un prétendu extraterrestre. 23h, le film Aelita de Yakov Protazanov, chef-d'œuvre de la grande époque du cinéma soviétique. Please, contact us. Please, contact us. Please, contact us.
On voulait faire un peu une petite farce à un ami dans une cave, enfin une personne qu'on connaît. Et puis, donc, on s'est amusé on est rentré dans cette cave et puis on a fait des schémas, des traces avec un cercle, des petites vagues, un petit triangle, tout ça. Et puis nous, on faisait ça sympa, quoi, en s'amusant, en déconnant un peu, en se disant, tiens... Simuler un passage mystique, quoi. Ouais, un truc dans ce goût-là, quoi. Et dans l'esprit, c'est de se dire, il va croire que ça se trouve, ça va être des extraterrestres qui vont descendre là-dedans, ça va être génial. On va bien se marrer comme ça. C'est génial. On a repris notre véhicule pour prendre la toute petite route qui est encaissée entre ces deux coteaux. Et puis 500 là, mètres plus loin, 500 mètres plus loin, surprise, un objet, un phénomène très éclairé nous est apparu sur la droite. C'était impressionnant. c'est impressionnant. Bon, c'était un vaisseau qui était immense, quoi, comme un supermarché, quoi, la grosseur d'un supermarché. Et puis, d'ailleurs, j'en ai fait des croquis. J'ai pris à peu près 7 photos. Et le triangle, bon, il était vertical et il partait en direction donc de Blois à peu près, quoi. Eh bien, dans la gueule, on va aller Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, on se pose la question, on se dit, bon, pense-moi, là, on rêve ou pas? Alors, ça passait pas très vite. Moi, j'ai calculé à peu près 20 secondes. C'était très bas. On évalue en moyenne une centaine de mètres de hauteur. Bon, mais ça, c'est... Et derrière, il y avait 4 grosses traînées blanches, mais blanches. très régulières, qui suivaient des filets comme ça. Et il n'y avait pas de bruit. Mais pas un seul bruit. De voir un truc comme ça au-dessus de notre ça, tête, c'était le plus qui avance, impressionnant. pas un bruit. C'est bon, moi je me suis posé des questions. De là, on a eu immédiatement le réflexe de dire on va pas passer pour des cons, on va immédiatement téléphoner aux gendarmeries qui sont sur la trajectoire de cet engin, afin qu'eux puissent aussi confirmer ce que l'on a vu nous. Non, mais j'ai vu un ovni. Bon, je suis pas tout seul de toute manière, et en plus j'ai pris des photos, alors il y a aucun problème dessus. Les dealers qui sortent de la gendarmerie, ils vont le voir passer. Alors, ici, on a téléphoné à d'autres, puis après on a téléphoné à la tour de contrôle de la base aérienne quoi, de Tours. Et là, ils nous ont rassurés, parce qu'ils nous ont dit, bon, bah, vous n'êtes pas les premiers à nous téléphoner, nous, on capte rien sur les radars. Et effectivement, il y a un phénomène visuel de la part de nombreuses personnes qui nous ont communiqué leur témoignage. Alors là, on s'est dit, bon, ça va, on n'est pas les seuls dans le coup, et on va enfin pouvoir en parler. Parce que le lendemain, quand on a commencé aussi à parler de ce que l'on avait vu le soir même, eh bien, effectivement, il
y a d'autres gens qui ont vu ce phénomène, mais qui n'en parlaient pas non plus. Ouais. Parce que en parler à qui, comment, toujours l'éternel problème. En France, c'est le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui est officiellement chargé de répertorier les cas d'observation d'objets volants non identifiés, les OVNI. C'est vrai qu'on a beaucoup polémiqué au sujet de ces fameux événements du 5 novembre 1990. En fait, lorsqu'il s'est produit, il a été observé par, je dirais, presque des dizaines de milliers d'observateurs. Nous avons recueilli de façon officielle de l'ordre de 250 procès-verbaux de gendarmerie et une vingtaine de témoignages de pilotes de l'armée de l'air et civile qui ont observé directement le phénomène, ainsi que 2 documents, un document photographique et un document vidéo, qui nous ont permis de pouvoir valider le contenu de l'information. Certaines personnes ont cru discerner au travers de ces points lumineux triangulaires qui balayaient le ciel qu'il s'agissait d'un immense vaisseau. En fait, il s'agissait simplement des débris d'un 3e étage de satellite qui avait la même vitesse et qui brûlait dans l'atmosphère. Cette rentrée se serait effectuée sur un axe Pau-Strasbourg. Mais des témoins maintiennent avoir vu une masse. Quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir, ça a caché les étoiles et les phares étaient allumés en dessous. Voilà, regardez. Et ben c'était pas brillant, mais c'était rouge, ce rouge-là, c'était des couleurs très vives comme ça. Selon l'observatoire de Munich, il se serait agi de l'explosion d'un météorite rentrant dans l'atmosphère. S'il s'agissait d'éléments avions, type éléments de fusée retombant très bas, les 2 centres de contrôle aérien de la région parisienne auraient eu des échos sur le radar. Ils ont précisé qu'ils n'en avaient pas eu en même temps qu'ils avaient l'observation visuelle. Pour l'ufologue Jean Sider, une double vérification auprès de l'armée américaine permet d'affirmer qu'il s'agissait de la rentrée d'un satellite, pas d'un 3e étage de fusée soviétique. Toujours est-il qu'on n'a retrouvé aucune trace au point de chute supposé. Oui, nous sommes sûrs qu'il s'agissait bien de la rentrée d'un 3e étage de satellite. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que parallèlement, quelques personnes aient pu observer d'autres phénomènes, mais qui ne sont pas du tout en rapport avec l'événement que nous avons pu analyser. À la hauteur où c'est passé, là... Non, c'est pas possible. Si c'était à 10, 15 ou 20 km d'altitude, ou même à 5 km d'altitude, j'aurais pas pu le zoomer et le prendre dans mon objectif complet. J'aurais pas pu le prendre en photo. En plus, ce soir-là, le ciel n'était pas clair. Il y avait des nuages. Donc, si ça avait été à haute altitude, on ne l'aurait jamais vu. Ça aurait été au-dessus de la couche des nuages. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'était déjà pas simple, mais l'affaire se complique. À 500 mètres du lieu où Alain Dessy et Jackie Davézé ont vu leur OVNI, un cultivateur labourait son champ. Vers 7h, 7h15, j'ai vu un gros appareil passer au-dessus du tracteur, au-dessus de moi, là. Et il était lumineux. Il a fait un tour jusqu'à l'antenne. Et il est revenu. Après, il a repassé encore au-dessus de moi. Il est reparti au-dessus du bois. Et c'était comment? C'était triangulaire ou long, ou un tube ou... Ovale un peu. Ovale. Ovale. Ovale, oui. Que j'ai vu, moi. Et ça faisait du bruit? Je ne sais pas parce que j'avais le tracteur qui était en marche. Donc il s'est pas arrêté le tracteur? Non, pas du tout. Et c'était haut? Pas trop. Pas trop, non. Non. Ça allait vite? Je ne sais pas, moi. Ça allait quoi? Peut-être à 20-30 à l'heure. Pas plus? Ah non, non, ça a du tout... Ah oui, il le suivait bien, hein. C'était grand comment? Peut-être 7 à 10 mètres de long environ. Lumineux. Tout, Beaucoup de lumière ou pas beaucoup? Oui, il y avait pas mal de lumière autour. Autour? Oui, autour. Ouais. De couleurs différentes ou pas? Non, moi je les ai vus toutes la même couleur, moi, quand c'est qu'il a passé au-dessus de moi, là. Et tout ça, ça a pris combien de temps, à peu près? Oh, au moins
7 minutes, facile. Ah oui, comme il allait pas si vite, donc de 5 à 7 minutes. Reporté sur la carte d'état-major, voici, selon M. Guillon, la trajectoire de l'engin. Il arrive du sud-est et repart de même, vers Blois. L'observation de messieurs Dessy et d'Avézé peut confirmer la direction générale, vers Blois. Mais un autre témoin, Madame Pierrette Boulet, a vu, à la même heure, l'engin arriver du nord et filer plein sud. Par ailleurs, d'autres témoins ont vu à 18h30 pour l'un, à 21h30 pour un autre, d'autres trajectoires. À l'évidence, la version officielle n'est pas confirmée par ces témoins qui ne cachent pas leur scepticisme quant à la volonté des scientifiques de faire la lumière. Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Ils aiment bien inventer les questions auxquelles la science va pouvoir répondre. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas ça du tout. Parce qu'a priori, ils sont dans la même position que n'importe qui. Ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait. Et à ce moment-là, et ça c'est ce qui m'intéresse dans les ovnis en tant que symptômes, ils tendent à disqualifier le phénomène. Ils tendent à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Il y a donc là quelque chose de pathologique en mon sens, parce que bien évidemment, beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle, notamment autour de ce phénomène ovni, et une habitude qui met en danger des relations démocratiques entre science et société. L'histoire des ovnis commence en 1947. De fin juin à début août, les 3 événements fondateurs se produisent. Première soucoupe volante vue. Première soucoupe volante écrasée. Première tentative d'enlèvement d'un humain par les extraterrestres. Les premières soucoupes volantes sont vues le 24 juin par Kenneth Arnold, un homme d'affaires américain. De son avion personnel, il voit des disques volants au-dessus du mont Rainier, dans l'État de Washington. Arnold interroge en vain les autorités. Et de simple témoin devient peu à peu le premier ufologue, celui qui étudie les ovnis. Le premier crash est annoncé le 8 juillet par l'armée. Une soucoupe volante se serait écrasée près de Roswell, Nouveau-Mexique, non loin de la base aérienne où stationnait l'escadrille qui, 2 ans auparavant, avait bombardé Hiroshima et Nagasaki. Mais les autorités imposent très vite le silence sur cette affaire, qui a depuis fait couler beaucoup d'encre.